pour cette conférence qui s'inscrit dans notre cycle de conférences Climat et Société qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, en février 2020, dans notre ambition de traiter une multitude de sujets autour des enjeux socio-environnementaux. Aujourd'hui, c'est autour des mobilités qu'on va se concentrer, autour de la problématique qui est l'automobile dans les espaces urbains et des alternatives à l'automobile, des alternatives notamment décarbonées. Et pour cela, on reçoit un spécialiste de la question, M. Frédéric Errand, qui est économiste et urbaniste et maître de conférence à l'Université de Lille, qui va nous présenter ce sujet-là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et ensuite on pourra discuter de tout ça tous ensemble. Je vous laisse la parole. Bien, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à Limoges pour cette conférence. Oui, je vais essayer de brosser un tableau de l'automobile, de ses impacts et des solutions à apporter aux impacts. Vous verrez que la situation est quand même plutôt peu avenante, si on veut bien se pencher en détail sur les conséquences de l'automobile. Alors, l'automobile, elle est totalement, pour beaucoup d'entre nous, intégrée à nos modes de vie. Nous vivons dans une société où il est difficile de s'en passer, parce que tout est organisé autour de la voiture. On parle de système automobile. Donc, en fait, l'aménagement du territoire, la voirie, les différentes activités, la localisation des logements, du travail, des loisirs, tout cela est organisé en bonne partie autour de la voiture. Évidemment, dès qu'il s'agit de réfléchir à la voiture et de faire un diagnostic de son fonctionnement, de ce qu'elle implique, c'est dangereux. C'est dangereux parce que immédiatement, beaucoup pensent que ça risque d'avoir des conséquences sur leur mode de vie. Pour préciser tout cela, je peux vous dire qu'il y a à peu près un tiers des Français qui dépendent totalement de la voiture, qui n'imaginent pas, qui ne peuvent pas, concrètement, faire autrement qu'avec la voiture, parce qu'ils habitent trop loin, parce qu'ils travaillent trop loin, parce qu'il n'y a pas d'alternative possible à cet usage. Un deuxième tiers est aussi totalement dépendant de la voiture, mais en négatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la voiture, et en fait, ça leur permettrait beaucoup plus facilement de vivre s'ils le pouvaient. Donc, par exemple, ils ne peuvent pas avoir le permis parce que pour des raisons de handicap, ou bien parce qu'ils sont trop jeunes, ou trop vieux, ou trop... ils n'ont pas accès, ou sont pas assez fortunés pour acheter une voiture, même d'occasion. Donc voilà, un tiers qui ne peut pas accéder à l'automobile et qui aimerait bien. Et puis le dernier tiers est en position de choix modal, comme on dit dans notre jargon. Ils peuvent choisir leur mode de déplacement, ont des alternatives à disposition, des transports publics, du vélo, voire la marche parfois, ça peut être aussi possible. Voilà une petite idée. Donc évidemment, je suis bien conscient qu'en travaillant sur pourquoi finalement réduire le trafic auto, je touche à des choses extrêmement sensibles. Je vais suivre un exposé assez scolaire, je suis universitaire, on s'en fait pas. Mais pourquoi je vais le faire dans un premier temps? Parce que justement, il faut essayer d'être un peu plus précis, de dire en quoi la voiture pose problème. Car on va le voir, c'est plus un problème qu'une solution. Alors certes, pas à court terme, non, mais peu à peu, ça le deviendra, ça l'est déjà en bonne partie. Et donc il faut
faut vraiment prendre le temps de faire ce travail de façon un peu rigoureuse. Et puis, dans un second temps, bien sûr, on travaillera sur les solutions. Alors, en fait, je vais essayer d'expliquer aux gens qui très souvent m'interpellent, moi ou d'autres, hein, enfin, mais pourquoi embêter les automobilistes après tout, hein, finalement, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre les automobilistes? L'idée serait que dès qu'on égratignerait un peu l'automobile, on serait forcément contre les automobilistes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je revendique le droit de pouvoir faire un diagnostic avant d'envisager les solutions. C'est très universitaire ça, mais on a besoin de temps pour réfléchir avant de se lancer dans n'importe quelle solution. Et les solutions, il y en a plein qui fleurissent tous les jours. Je sais pas, en ce moment, c'est le télétravail. Il n'y a qu'à télétravailler et on sera moins mobile. Il n'y a qu'à rendre les transports publics gratuits et tout ira mieux. Il n'y a qu'à faire du covoiturage, etc. Enfin, on fonce très souvent sur les solutions avant de réfléchir au diagnostic. En 2 temps, j'ai compris, 2 temps avant d'exposer, conformément au titre même de la conférence. Donc, premier temps, pourquoi réduire l'usage de l'automobile? On va commencer par un grand classique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il se trouve que l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Agence de la transition écologique, on dit aussi aujourd'hui, cette agence, une émanation de l'État, a fait un gros travail de diagnostic, qui vient de sortir en détail, là, et distingue 5 composantes à l'analyse de ce diagnostic des impacts du transport en général, et automobile en particulier, et des véhicules individuels. Parce que dans les transports, il y a aussi des marchandises, je voulais dire des déplacements individuels, pas seulement des déplacements des transports de marchandises. Enfin, bref, l'ADEME a fait tout le diagnostic complet du transport. Et en distinguant 5 aspects. La demande de transport, c'est-à-dire le nombre de déplacements et les distances parcourues, ça en fait partie. Les types de modes de déplacement, vous comprenez. Le taux d'occupation, c'est-à-dire le nombre de personnes en moyenne par véhicule. L'efficacité énergétique des véhicules, là c'est un peu plus technique, mais c'est l'énergie consommée par kilomètre parcouru et par personne transportée. Ça va, je pense, quand même. Puis enfin, l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire dans l'énergie qu'on utilise, combien il y a de carbone. Donc on parle, un équivalent de cela, c'est les émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie consommée. Bien, voilà. Alors on va passer en revue. Hein, oui, c'est un petit peu scolaire, mais ça va permettre d'être rigoureux. On va passer en revue ces 5 composantes du problème, rapidement. Concernant la demande de transport, alors il y a déjà des tas de choses à dire très intéressantes. C'est d'abord que nous nous déplaçons, en fait, toujours, en moyenne, 3 à 4 fois par jour. Attention, c'est une moyenne, évidemment, selon l'âge, selon le type d'activité que l'on a, enfin, selon toutes sortes de critères, on se déplace, cette moyenne cache de grandes disparités. Une personne grabataire, évidemment, elle ne se déplace pas du tout. Un étudiant plein d'envie et de vie, on peut faire 6, 7, 8 déplacements par jour. Quoi. Enfin, vous voyez, c'est très variable. Mais en moyenne, c'est 3 à 4. Et ça ne bouge pas depuis des décennies. En fait, ça fait depuis 70 ans qu'on a des statistiques suffisamment fiables sur le sujet. Bon, enfin. Et tout cela en 1 heure par jour. En moyenne, là encore. Et là aussi, dans notre jargon, on appelle ça le budget de temps de transport, le BTT, le budget de temps de transport, est stable depuis qu'on a des statistiques. Il y a une très légère dérive ces derniers temps. C'est infini.
En revanche, ce qui a très très fortement bougé, c'est les distances parcourues. Alors là, elles ont explosé, ok, avec en gros 5 fois plus en 60 ans. C'est lié bien sûr à la croissance démographique en partie. On a quand même plus de 50% de Français depuis 1950. On était un peu plus de 40 millions, on est 65 aujourd'hui, bon, 66 même, je dirais. La baisse des coûts de transport en pouvoir d'achat, bien sûr. Par exemple, ça c'est peu connu, mais le coût réel du carburant depuis les années 70 a baissé, depuis 1970, a été divisé par 3. Le coût réel en pouvoir d'achat, en nombre d'heures travaillées, si vous préférez. Les aménagements routiers, ils ont considérablement augmenté. On n'avait aucune autoroute en 1960, pratiquement pas, quelques kilomètres, c'est tout. On a mis 1200 km aujourd'hui, et on a encore des projets, comme vous savez, la 147. Bon, ça veut dire que si on ne prend pas plus de temps pour se déplacer, mais on fait beaucoup plus de distance, c'est que la vitesse a énormément augmenté. Et la vitesse, elle a été multipliée par 2,5 en 60 ans. Donc aujourd'hui, on fait pas loin, les voitures roulent pas moins, en moyenne, en France, en 38 km/h, à peu près, en moyenne, évidemment, tout compris. Déplacement en milieu urbain, où c'est beaucoup moins. Déplacement en race campagne, ça peut être beaucoup plus. Et alors qu'on faisait moins de 20 km/h, plutôt 16 par là, donc il y a 60 ans. Et évidemment, ça a entraîné tout ça des localisations beaucoup plus lointaines. En gros, c'est ce qui explique, en bonne partie, alors, on peut appeler l'étalement urbain, ou si vous préférez, la périurbanisation. Le fait d'habiter en grande périphérie, puis de travailler dans le centre, par exemple. Ce qu'il faut retenir de cette première diapo, là, importante, c'est qu'on ne gagne jamais de temps. On en profite toujours pour aller plus loin. Et le toujours, il est très très fort. C'est rare qu'une activité sociale, on puisse dire que cela est une activité sociale. En moyenne, bien entendu. Ce qui veut dire que quand on crée une autoroute, par exemple, nouvelle, ou tout aménagement routier quelconque, on nous présente toujours comme un gain de temps, et en fait, ce n'est vrai qu'à court terme. On profite toujours du nouvel aménagement pour habiter, travailler, se détendre, faire ses courses plus loin. C'est fondamental, comme à savoir. Vous allez voir, ça va avoir beaucoup de conséquences. Ensuite, toujours dans les émissions de gaz à effet de serre, 2 types de modes de déplacement, deuxième facteur, les types de modes de déplacement. Tout ça a aussi beaucoup évolué, ça c'est assez connu, un essor très fort de la voiture, un maintien seulement des transports publics, grosso modo, un effondrement du vélo, division par 6 en 70 ans, une forte baisse de la marche, division par 2 des déplacements à pied en 70 ans. Le taux d'occupation des voitures, lui, il a aussi baissé. Comme vous savez, il y a de moins en moins de personnes par voiture en moyenne. Alors on pense au déplacement domicile-travail, où effectivement, là, c'est très bas. On peut avoir, dans certaines villes, 1,05. C'est-à-dire une personne, et une personne en général, dans une voiture sur 20, il y a 2 personnes. Mais ça, c'est pour aller au travail. Et ce n'est pas, les déplacements domicile-travail ne sont pas les déplacements dominants. C'est moins de 30% des déplacements. Donc, en fait, quand on regarde dans les autres déplacements, par exemple, pour aller faire ses courses, on y va plutôt aux familles. Bref, la moyenne, c'est 1,35. À peu près. Mais on était à bien plus quand même, il y a quelques décennies. Et en fait, comme vous le savez, la voiture est toujours immobile. Elle est immobile à 96% du temps. Pas 95%, comme on entend très très souvent. J'ai refait les calculs. J'avais déjà fait les calculs il y a 15 ans, j'ai refait les calculs là pour vous. Ah oui, c'est bien 96% du temps. Elle ne bouge pas. Elle est stationnée.
Bien, les émissions de gaz à effet de serre, toujours, l'efficacité énergétique des voitures, elle s'est sensiblement améliorée. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment de gros progrès, et les constructeurs automobiles, évidemment, le soulignent. On a baissé de 40% quand même l'énergie consommée par kilomètre et par personne en 60 ans. Remarquable, non? Donc les constructeurs automobiles se targuent de cette prouesse, mais en réalité, cette énergie sert essentiellement à déplacer le propre poids des voitures. Voilà une statistique que vous connaissez peut-être moins que celle d'avant, là. La voiture transporte en moyenne à 93% son propre poids, et non des personnes et des charges. Le reste, les 7%, c'est seulement des personnes et des charges en moyenne. En moyenne, bien sûr. Donc quand vous voyez une voiture dans la rue, elle déplace sa propre masse pour l'essentiel. Et là on se dit, waouh, quel gâchis. Non? Bon, il faudra revenir là-dessus. L'intensité carbone de l'énergie, elle n'a pas beaucoup bougé, puisque ça fait depuis des décennies qu'on utilise en fait le pétrole, enfin, ses dérivés, l'essence, le diesel, évidemment l'électrique depuis peu, mais on en parlera. Alors, après les émissions de gaz à effet de serre, on va passer aux nuisances de l'automobile. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Tout de suite, il vous vient à l'esprit les 4 principales qu'on met toujours en avant. La pollution, le bruit, les accidents, la congestion. Congestion, c'est le mot savant pour embouteillage. Et c'est vrai qu'il y a eu des progrès sur tous ces plans. Par exemple, la pollution, on a maintenant des filtres particules, des bouts catalytiques. La voiture électrique, évidemment, présentée à juste titre comme une solution aux émissions de polluants, aux émissions locales de polluants. Pour le bruit, on a de nouvelles normes, enfin on a déjà eu plusieurs normes qui ont beaucoup fait baisser le bruit, et puis de nouvelles normes en préparation, qui sont déjà à peu près décidées en 2026. Il faudra encore que les véhicules fassent encore moins de bruit. Pour les accidents, on était à 18 000 morts, à vrai dire, si on prend des chiffres comparables. 18 000 morts en 1973 par an. On est aujourd'hui à 3 000, les chiffres viennent de tomber, 3 000 à peu près. 3 000 à peu près par an. Donc un effort considérable, alors même que les kilomètres parcourus ont considérablement progressé. Donc on se dit, puis la congestion, se dit plein de bêtises là-dessus, elle aurait augmenté, elle augmenterait sans arrêt. En fait, non. C'est pas si grave. À Limoges, on dit, c'est quand même assez maigre comme problème. Sur l'Île-de-France, l'essentiel. La moitié des bouchons, c'est en Île-de-France. Et la moitié des bouchons de l'Île-de-France, c'est le périphérique parisien, lui tout seul. Voilà. Bon, donc, vous avez compris, le périphérique parisien, c'est le quart des bouchons de toute la France. Bon, donc, on a fait de gros progrès, mais au fur et à mesure qu'on fait les progrès, on s'aperçoit toujours qu'il y a de nouveaux horizons, enfin que l'horizon s'enfuit, quoi. Donc, par exemple, les particules, on s'est d'abord attaqué aux particules fines, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des ultra fines, et puis maintenant, il y a des nanoparticules. On se rend compte qu'elles sont en fait plus dangereuses que les particules fines. Pourquoi? Parce qu'elles franchissent la barrière des poumons, elles vont directement dans le sang, dans le cerveau, dans le fœtus de l'enfant qui attend la mère, etc. Enfin, c'est pas une mince affaire, les nanoparticules. Donc on croit avoir réglé le problème de la pollution par les particules, et en fait on n'a fait que reculer un peu, qu'améliorer un peu les choses, mais en fait on est encore loin du compte. Et puis c'est vrai pour tout, par exemple le bruit, on se dit tiens, les normes de 2026 c'est génial, mais attendez, les Allemands, les constructeurs allemands de grosse berline ont protesté et ont obtenu une dérogation. Enfin, avec les gros cylindrés, vous aurez le droit de faire quand même plus de bruit, quoi. Donc si vous êtes riche, vous aurez le droit de faire du bruit en 2026, enfin si vous êtes pauvre, non. C'est déjà le cas pour les motos. C'est peu connu, mais c'est déjà le cas pour les motos. Si une moto de grosse cylindrée a le droit de faire plus de bruit
qu'un cyclomoteur. Bon, alors voilà, ce serait très long de parler de tout ça, même le bruit, on pensait avoir fait de grands progrès dans le bruit, mais on se rend compte que le bruit est plus nocif que l'on croyait. C'est les médecins qui nous racontent ça. Il n'y a que la congestion qui, elle, s'avère en fait pas si grave. Bon, alors une fois qu'on a vu ces 4 nuisances, on se dit, bah ça y est, on a fait le tour. Enfin, c'est souvent présenté comme ça. Et en fait, non. Si vous étudiez à fond le sujet, donc ce que j'ai fait, donc c'est mon travail, en fait, il y a beaucoup d'autres nuisances. En voici une liste non exhaustive. Les coupures, les effets de coupure des grandes infrastructures. Vous voyez, quand on crée une grande voirie, on ne peut plus traverser aussi facilement. Et parfois, quand on crée une autoroute, ça devient carrément infranchissable. Ça s'appelle un effet de coupure. Ce problème, j'en ai fait un autre livre, enfin un livre. J'ai fait un livre rien que là-dessus. Il y a donc de la matière. Je suis loin d'avoir épuisé le sujet, je pense. J'en suis sûr. Bon. La consommation d'espace, énorme sujet aussi. Regardez, dans la moindre petite ville française, et je suis parfois invité dans des petites villes, j'étais à Avranches dernièrement, à Avranches, toutes les places, il y a une vingtaine de places, toutes les places sont des parkings, sauf une qui, depuis 3 ans, était transformée en magnifique petite place sympa avec une fontaine. On a osé supprimer 11 places de stationnement. 11 places de stationnement. Et ils ont réussi. Donc, vous voyez, tout l'espace public est occupé par de la voiture. Dans beaucoup de ces petites villes, c'est, j'estime, à 90% de l'espace public occupé uniquement par la voiture. Donc, c'est pas une mince affaire, cette histoire. Encore un autre chiffre. Quand vous achetez une voiture, il vous faut 3 places de stationnement. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Comment ça, comment ça? Oui, une au domicile, une au lieu de travail, parce qu'en général, on utilise la voiture pour aller au travail, et une partagée avec les autres automobilistes dans les autres lieux de destination. Donc le calcul donne 65 mètres carrés pour une voiture. Une voiture, rien que pour stationner, a besoin de 65 mètres carrés en moyenne. S'il n'y a pas les 65 mètres carrés, vous ne pouvez pas stationner, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Vous tournez en rond incessamment pour chercher une place, etc. Ça devient l'enfer. Il vous faut cette place. Pour se loger, il vous faut 40 mètres carrés. Pour travailler, 15 mètres carrés. Donc vous avez compris, rien que pour stationner, une voiture utilise déjà plus d'espace que pour se loger et pour travailler. Et je n'ai pas encore compté la consommation de circulation, l'espace de circulation, qui représente un petit peu moins que pour le stationnement. Donc on peut dire que la voiture, c'est au moins 110 mètres carrés, quoi, à elle toute seule. Bon, vous voyez, je n'ai pas le temps de développer, quoi, mais on pourrait dire des tas d'horreurs comme ça sur tous les items. Alors on va en prendre un autre, là, je ne peux pas tout détailler. Les déchets. Les déchets. Très très peu étudié, hein, presque personne ne travaille là-dessus. Il y a un gros travail qui a été fait récemment, il y a 5 ans déjà, pour l'Île-de-France. C'est dantesque autour des routes. En fait, les gens jettent par la fenêtre toutes sortes de choses, quoi. Et si vous vous promenez à pied le long d'une grande route, attention, faites très attention, c'est dangereux. Hein. Donc moi, je risque ma vie pour vous. Hein. Je découvre une décharge permanente, quoi. Enfin, tout le long de la route, quoi. Alors, ça devrait être ramassé, hein. Ça l'est, hein. Les services de l'État essayent de ramasser tous ces déchets, mais c'est tellement dantesque le problème qu'ils n'arrivent pas à bout de tout ça, quoi. Et le problème devient terrible dans les lieux touristiques, comme en Corse, par exemple. C'est pas les Corses, hein, qui jettent, c'est les touristes, bien sûr. Donc, le long des routes corse, c'est horrible. Oui, tout ça va se dégrader, pas sûr, hein, des plastiques, des métaux lourds. On arrête là, parce que je ne peux pas détailler tout. S'il y a des questions, on reviendra. Et
Est-ce que ces nuisances concernent que la ville? On vient de voir que les déchets, c'est aussi en zone peu dense, comme on dit aujourd'hui, depuis quelques années. Le jargon, c'est en zone peu dense. Il y a des territoires, puis il y a des zones peu denses. C'est la même chose. Mais, voilà, bon. Eh bien, des coupures, il y en a beaucoup en zone peu dense. Si vous vous promenez à pied, à la campagne, quoi, dans le monde rural, ben vous avez souvent des autoroutes, des voies rapides, des voies ferrées, voilà, c'est pas si simple de se promener parfois. Et puis, un franchissement tous les 5 km, si vous êtes à pied, faire un détour de 5 km, enfin, ça n'a pas de sens. Donc vous déplacez plus. Donc vous prenez la voiture, en fait. Le risque d'accident est bien plus élevé en race campagne. On s'en rend compte, on le voit dans les statistiques, mais c'est en partie masqué par le fait qu'à la campagne, on ne laisse pas ses enfants seuls se balader, quoi. C'est juste pas possible. Et donc beaucoup de parents sont obligés d'accompagner leur enfant à l'école en voiture, et ils n'en peuvent plus aujourd'hui, parce qu'ils sont comme tous les parents, ils se rendent compte que c'est une dépendance pour eux, que c'est une contrainte, et ils demandent, ils exigent maintenant, même dans des petits bleds, ils exigent des trottoirs, et des trottoirs sans stationnement illicite. On rencontre désormais cette demande sociale en très grande périphérie, en zone rurale, quoi, même. C'est cher de fabriquer des trottoirs, donc souvent ces villages ou ces petites villes n'ont pas forcément les moyens. Bon, la consommation d'espace, j'en ai déjà parlé, les nombreux déchets, je crois. Pollution des sols et des eaux, donc les métaux lourds, par exemple, ne disparaissent pas comme ça, ne sont pas biodégradables. L'usure, hein, le seul fait de rouler le long d'une route crée de l'usure, des moteurs, etc. Enfin bref, il y a toujours un tout petit peu de métaux. Les métaux lourds, il y a toute une tripotée, mais ça empoisonne pour des milliers d'années les bords de route. C'est pour ça que le long des autoroutes, il y a des bassins de rétention des eaux pluviales. Parce que ces eaux pluviales lessivent les métaux lourds qui se déposent sur la route, et ensuite, donc, ces eaux pluviales sont dirigées vers des bassins de rétention pour récolter les polluants. Et les nuisances font système, ça c'est jamais dire, donc j'ai écrit un article là-dessus, un article scientifique, dans une revue à comité de lecture, hein, je me frotte à la communauté scientifique pour valider mes travaux, hein, comme il se doit. Je ne fais rien de particulier, je fais juste mon boulot. Et j'ai écrit un article qui explique que les nuisances font système. Exactement comme, donc vous savez peut-être, les abeilles disparaissent non seulement à cause des néonicotinoïdes, hein, mais aussi à cause d'autres facteurs, et que c'est l'ensemble des facteurs qui font qu'elles meurent. Ben, là, c'est la même chose. Heureusement, il n'y a pas mort, enfin, si, il y a parfois mort d'homme, mais pas autant qu'avec les abeilles, heureusement. Mais avec les nuisances de l'automobile, si vous voulez, si vous êtes le long d'une route bruyante, bon, ben, ça va, c'est peut-être que vous pouvez supporter, quoi, avec un triple vitrage, allez, on est tranquille, quoi. Vous ne pouvez pas utiliser votre jardin parce que c'est trop bruyant. Enfin, bon, voilà, enfin, on peut composer avec une nuisance. Mais avec toutes les nuisances, non. Si la route est à la fois bruyante, dangereuse, crée une coupure où tout l'espace de la voirie est occupé par la voiture, que ça sature le paysage, etc. Si c'est tout ça, alors vous déménagez. Vous voyez, donc il y a un effet cocktail